Micro, boulot, dodo. C'est votre porte d'entrée à la micro-aventure. Quoi, vous n'êtes ni champion olympique, ni vainqueur d'une édition de Koh-Lanta, ni même des spécialistes du bushcraft? Ça tombe bien, moi non plus. Ça ne m'empêche pas de pimenter mon quotidien d'expérience et de défis dans un cadre naturel, avec différentes pratiques selon le temps et les envies du moment. Dans chaque épisode de Micro, Boulot, Dodo, je mets les mains dans le cambouis pour une immersion au cœur de ces micro-aventures. L'objectif est de vous partager ces moments uniques, sans filtre, sans vous les imposer, mais peut-être vous inspirer. J'interrogerai, après l'expérience vécue, un spécialiste du territoire que je traverse afin d'élargir le spectre des connaissances de l'itinéraire en question. Rencontres, conseils et imprévus rythmeront ces quelques minutes de partage afin de vulgariser l'aventure au quotidien pour des gens comme vous et moi. Enfin, surtout toi là, toi qui as une motivation équivalente au niveau de celui de la mer, hein. Allez, sortons du canapé et réensauvageons-nous du côté des Préalpes de la Côte d'Azur avec Stéphane Giordanengo, grand amoureux des sports outdoor. Et voilà, il est un peu moins de 6h30 du matin, je suis sur la piste cyclable de la rue Gambetta à Nice. Je me dirige vers la gare pour prendre le TER, train express régional, direction Grasse. Grasse, capitale du parfum, mais aujourd'hui ça sera plutôt un parfum d'aventure. On va essayer de réaliser l'ensemble du grand tour des Préalpes d'Azur à vélo, 250 km d'un parcours vraiment sublime. À partir de 19h30 il fera nuit, mais bon, normalement ça devrait laisser le temps avec une belle météo pour faire l'ensemble du parcours. Allez, c'est parti. Alors l'avantage quand on prend des TER, c'est qu'en principe il y a un compartiment vélo, bien pratique pour les gens qui vont au travail ou même ceux qui veulent voyager. Il faut juste trouver le bon accès. Bon, avec les sacoches qui sont bien lourdes, c'est pas forcément évident d'accrocher son vélo sur les crochets dédiés, mais on va essayer. Saint-Laurent-du-Var, Croc-de-Cagne, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Biot, Antibes, Juan-les-Pins. Eh bien, le soleil se lève tout doucement sur la gare de Grasse. Donc là, je suis en train de mettre en route mon GPS. Moi, j'ai pas trouvé la trace GPX de l'ensemble du parcours, donc je l'ai retracé et je l'ai mise en ligne librement, gratuitement sur Komoot. Donc vous pouvez aller récupérer cette trace si jamais vous voulez faire le parcours d'une traite ou en plusieurs étapes. Voilà, donc vous pouvez arriver avec de nombreux bus que vous entendez passer juste devant moi à Grasse pour le départ de ce parcours, mais aussi à Puget-Théniers, un peu plus au nord-ouest sur le parcours par les chemins de fer de Provence. C'est une très vieille ligne qui relie Nice à Digne-les-Bains. Il y a plusieurs trains dans la journée et elle s'appelle aussi le train des Pignes parce qu'apparemment le train était tellement lent qu'on avait le temps de ramasser les fruits du pain, donc les pommes de pain. On va voir si aujourd'hui on sera plus rapide que le train. Stéphane, quand tu pars rouler sur une très longue journée, qu'est-ce que tu emportes avec toi et de quelle manière? Ce que je prends en priorité, c'est 2 bidons d'eau bien fraîches, même si je sais que rapidement ça va être chaud et ça va se transformer en thé. Il faut aussi une quantité suffisante de barres ou gel énergétique et puis avoir un peu d'argent sur soi. L'idéal, c'est d'avoir à la fois la carte bleue et du liquide pour faire des stops dans les boulangeries. L'arrêt à la boulangerie, c'est quelque chose que tous les cyclistes de longue haleine connaissent bien, ça. En été, oui, l'arrêt à la boulangerie, c'est vraiment indispensable, ne serait-ce que pour se rafraîchir. Je prends aussi mon téléphone portable, ça peut être utile soit en cas de danger, soit si on est perdu dans un endroit où on ne connaît pas. Maintenant, avec les smartphones, ça permet de s'orienter. Sur une journée, tout ça, ça tient dans les poches du maillot, donc il n'y a pas de souci. Par contre, quand il s'agit d'une itinérance, des chaussures pour pouvoir marcher, parce qu'avec les chaussures de vélo de route, c'est compliqué. Idéalement, je préfère prendre des baskets, mais quand j'ai pas beaucoup de place, je prends des claquettes, c'est plus léger, c'est moins encombrant. Mini trousse de toilette, une brosse à dents. Alors pour le dentifrice, souvent je passe à la pharmacie avant pour prendre des petits formats, et puis des habits pour le soir, un short, un t-shirt, et évidemment le matériel pour recharger ma montre et mon téléphone, donc les 2 chargeurs. Alors pour transporter tout ça, jusqu'à présent j'avais une sacoche qui se fixe sur le cintre du vélo. Je complétais quand c'était nécessaire avec un petit sac à dos. Depuis 2021, j'ai investi dans une sacoche qui s'attache sous la selle, dont on peut faire varier la taille en fonction de ce qu'on met dedans. Donc ça fait que si elle n'est pas trop chargée, on peut la réduire au minimum, ça balance quasiment pas. C'est vrai qu'en vélo de route, c'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas avoir quelque chose sur le dos et de se sentir libre. Et voilà Cabri, à peine 6 km après Grasse.
où on a un petit peu de mal à sortir de la ville et où se partagent les parfums de fleurs, de plantes, mais aussi de pots d'échappement parce que c'est un peu bouché le matin. C'est dans ce village même que j'avais découvert le parcours avec les panneaux signalétiques verts que vous connaissez bien pour les parcours à vélo. Très bien fléché. En même temps, c'est le département qui gère ce parcours-là et qui gère les routes aussi à la fois, donc j'imagine que ça sera bien fléché tout du long. Et je vous conseille le glacier du coup qui est juste avant le promontoire à Cabri donc, parce qu'il est vraiment très bon et en été c'est magnifique de venir ici profiter à la fois de la vue sur la Méditerranée, sur Cannes, sur Grasse, sur le lac de Saint-Cassien et profiter d'une petite glace comme ça au soleil, c'est parfait. Allez, on enchaîne. Ah tiens, il y a juste 2 cyclistes devant moi. Je vais aller faire un petit tour, les accoster pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils font ici. First time you've been there, wasn't it? Bonjour. Hello. Hello. Where you come from? From Monterey this morning. Okay. From England before that. Okay, before that, okay. And have you brought this cat with you? You're recording something? Yeah, I'm recording a podcast because I want to make a tour of 230 kilometers today. And to discover the territory and talk with people, so I record. Oh, well, enjoy that. The tour's name is Grand Tour des Préalpes d'Azur. Oh, oui. Yes. Just a randonnée? Yes, you can find some sticker or like that on the road to find the way. Oh, fantastic. Yeah. And you made a lot of bike in England too? Or? Yeah. All Okay. the time. Okay. Yeah, I used to. South Africa. Yeah, And South Africa? Yeah. I Nice. used to race on the road and on the track Yeah, in England. okay. Yeah. A long time ago. Yeah, A okay. long time ago. Okay. And here you find maybe more mountains? Well, I live in a part of England which is very hilly. Okay. But here, the climbs are different. Okay, The climbs are very long and steady. okay, Where I come from, very short okay. but very steep. And where do you come from in France? I live in Nice now, Yeah. but before in near to Strasbourg, in the Alsace. Alsace. Yeah. That's a beautiful area. And what is your plan for today? So to the top of here, Okay. and then a small road that loops around and comes back through Korsgul, Korsugul. Okay, Yeah. I know. Okay. and then back Okay. down here, Nice. just for the morning. With the sun, Yeah, good temperature. perfect temperature. Perfect. Yeah. Very cold at the bottom, but lovely now. So have a good journey. Yeah. Okay, have a good trip. Bye bye. Goodbye. Bientôt. Nous voilà en haut du col du Ferrier, un petit peu plus de 1000 mètres où le paysage s'est vraiment transformé. On est toujours exposé au sud avec une végétation très basse. Là, il suffit de prendre ces 500-600 mètres un peu plus haut avec ce col et tout de suite on est dans un univers plus minéral, plus calcaire, typique de la Provence. Bon, en tout cas, ce qui ne changera pas, c'est qu'avec mon accent anglais, je ne suis pas prêt de faire des podcasts dans la langue de Shakespeare. Et du coup, au pied du col du Ferrier, on est passé à Saint-Vallier qui représente la première étape sur le topo guide du Grand Tour des Préalpes d'Azur. Ça a l'air vraiment un petit village très charmant. Et il y a une petite anecdote, j'ai lu dans le topo guide qui était assez drôle, c'est qu'on est aussi en partie sur la route Napoléon, où Napoléon, après son exil à l'île d'Elbe, est remonté vers Paris. Il serait passé par ici et il se serait arrêté à une auberge où du coup l'aubergiste aurait gardé le verre de Napoléon et à chaque fois il essayait de vendre ce verre à différents passagers en disant que c'était le verre de Napoléon et apparemment il en aurait coulé un bon stock et du coup il se serait fait beaucoup d'argent. Voilà. Bon, je me suis pas arrêté prendre un café mais ça m'étonnerait que ma tasse aurait pu se manayer autant. À choisir, est-ce qu'il vaut mieux apprendre du coup ici le provençal pour l'arrière-pays ou l'anglais pour être vraiment à l'aise partout sur la côte d'Azur? Alors dans les Alpes-Maritimes, c'est plutôt le niçois que le provençal qui vaut mieux maîtriser. Mais je dirais quand même l'anglais, même si les Français sont pas toujours bons dans cette langue et n'ont pas un super accent. C'est bien pire en général quand on s'essaye dans un parler local et qu'on ne le maîtrise pas. Il suffit de regarder un épisode de Plus belle la vie pour en être convaincu. Alors il est un petit peu plus de 11h et je suis juste à côté de la station de Gréolières-les-Neiges. Il y a un petit air de Jura ici avec un plateau entouré de quelques monts assez chauds autour. C'est très agréable et c'est une belle route qui serpente, large et bien bitumée. Sinon après le col du Ferrier, c'est vrai qu'on a basculé dans un univers calcaire avec des gorges, des villages
avec des fortifications comme Gréolières notamment. Là on rentre vraiment dans le côté provençal avec ses villages atypiques et ses gorges. Et là au 70e à Torrent, je vais m'arrêter pour essayer de goûter une petite spécialité. Alors c'est des petits malins ceux qui ont préparé le parcours, parce qu'il nous faut passer par Torrent. Ça fait un léger crochet, mais c'est la fin de la deuxième étape. Donc pour se ravitailler, j'imagine passer une bonne nuit de repos. Mais comme Val-de-Roure était 7 km plus bas avec que de la descente, j'ai choisi de continuer. Et me voilà arrivé dans ce petit village avec des maisons en pierre apparentes. Ça monte un petit peu pour arriver en haut. Et je vais chercher la boulangerie afin de reprendre des forces pour la pause de midi. Allez, ça m'a l'air pas mal. Si je débarque et je commence à tout casser... Bonjour. Bonjour. C'est sympa comme petit concept, petit snack boulangerie comme ça là. Parce que c'est resté trop longtemps fermé ici. Ok. Et ça fait quoi, presque un an que c'était fermé. Ok. Mais moi, comme je suis pâtissier, j'ai dit allez, on va essayer de reprendre le truc. C'était que des anciennes boulangeries en fait, boulangerie et épicerie. Ok. Donc on a essayé de garder le nom et de faire un peu dans la continuité de ce qu'il y avait quoi. Et voilà, moi je suis maître pâtissier, je fais des pâtisseries surtout. Trop bien. Et voilà, après on essaie de travailler avec les petits artisans locaux, les produits locaux. Super, ouais. De la bière locale, du pâté local, on a le Ouais, pain. j'ai vu en passant qu'il y avait des bières locales à l'entrée là et tout. Le pain il vient de Cossol, d'un boulanger qui a repris la boulangerie là, qui nous fait des pots de pain. Ok. Voilà, on a la farine bio du coin, on a les bières. J'imagine qu'il faut goûter la pissaladière. Ah, je vous la conseille, entièrement, faites maison. Saladière, après vous avez quoi? C'est J'ai des quiches, là, on appelle ça quiche du soleil, c'est tomates et poivrons avec les herbes de Provence. Ok. Là j'en ai deux thon et tomates, là j'ai Lorraine et là j'ai poireau. Je suis lorrain de base, alors je vais plutôt tester celle du soleil déjà. Ouais, c'est du soleil. Vous avez raison. Je vais découvrir. Voilà, voyager un peu. Et pour rester dans le thème, vous prenez une petite tarte au citron. Allez, en plus c'est ce que je préfère donc. Les pièces sont très bonnes. Allez, une tarte au citron, un coca et après je vous prendrai un café et puis ce sera très bien. Dans ton job, Stéphane, tu as l'habitude aussi de réfléchir au parcours, à des parcours outdoor. Comment on choisit, quand on est dans l'envers du décor, comme ça, le découpage et les étapes d'un itinéraire cyclable? Je pense qu'il faut choisir le parcours qui est le plus accessible. Ne pas proposer à des personnes dont on ne connaît pas le niveau des parcours qui pourraient être trop difficiles. D'une part, pour les mettre en difficulté, puis aussi les dégoûter, leur couper l'envie de revenir ou même tout simplement de faire du vélo. Dans la course à pied, on a tendance à dire qu'il y a autant de façons de courir que de coureurs. Je dirais que c'est la même chose pour le découpage d'un parcours vélo. Chacun a sa méthode en fonction de ses préférences. Donc, il y en a qui vont choisir en fonction prioritairement de leurs conditions physiques, d'autres qui vont le faire selon leurs envies touristiques, gastronomiques. Il y en a qui ont besoin de faire des grosses pauses au moment du repas, qui vont s'arrêter 2 heures, s'attabler à un restaurant. D'autres comme moi, plutôt privilégier les boulangeries, les arrêts rapides pour pas trop se refroidir. Le choix des nuitées, quand c'est une itinérance, il y en a qui vont privilégier un lieu calme et apaisant, d'autres vont plutôt vouloir un lieu de vie très actif pour avoir de quoi s'occuper le soir. Chez nous, après, ce qui est à prendre en compte aussi, c'est le dénivelé. On prend rapidement beaucoup d'altitude. Il faut pas seulement se baser sur la distance, mais bien regarder le dénivelé qui est proposé également. Puis donc après, il faut faire corréler tous ces éléments. Donc je dirais que chacun doit faire en fonction de ses envies et de sa condition physique et puis essayer de faire le parcours qui colle le mieux à tout ça. Merci Bon après-midi. Au revoir. Ouais, bien après une entrée fracassante en défonçant la poubelle, c'était vraiment un très bon spot pour s'arrêter à Val-de-Bourg avec cette épicerie, snack, boulangerie qui fait un petit peu tout et qui fait surtout vivre le village. Donc c'était vraiment sympa d'avoir ces jeunes qui dynamisent le coin. Pas trop de passages de vélo, donc ça veut dire que peut-être que ce grand tour n'est pas forcément si fréquenté que ça, ou alors les gens s'arrêtent beaucoup à Torrent juste avant. Voilà, en tout cas ça fait connaître un petit peu, c'est les chemins de traverse. C'est juste à côté du passage, donc ça vaut le coup de s'arrêter. Je vous le conseille, l'ambiance est bonne. Les chaises à l'extérieur sont vraiment sympas, dans la pelouse, on est bien. Et maintenant, on continue notre périple.
Le maillot de bain, il est obligatoire ou il est fortement conseillé? Au vu de toutes les clues dont on dispose, je pense vraiment que l'idéal c'est d'y retourner en dehors d'une sortie vélo. Pourquoi pas de louer les services d'un guide qui connaît bien les lieux. Pas que celle des Préalpes d'Azur, hein, dans toutes les Alpes-Maritimes, on a vraiment de beaux canyons, que ce soit dans les vallées de la Roya, de la Tinée ou de la Vésubie et même en Italie. C'est une activité à part et qui mérite d'être découverte pour ceux qui ont jamais pratiqué le canyoning. Voilà, il est 15h, ça fait 6 heures que je roule, désormais 135 km au compteur, un petit peu plus de 100 jusqu'à la ligne d'arrivée, on va dire, de ce grand tour des Préalpes d'Azur. Alors j'ai plutôt bien avancé sur ces parties, on va dire 3 et 4, qui sont annoncées dans le topo guide. Vraiment en sortant du repas de midi, continuer à alterner sur un plateau, vraiment avec des mini montagnes russes, petite descente, un petit coup de cul, un faux plat, tout ça au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Ouais, je suis désolé, je suis un peu fatigué parce que ça monte, avec le soleil qui tape et le vent de face, pas forcément facile. Et ensuite une descente vers Aiglun, un très beau village perché, et cette descente elle est assez sinueuse, un revêtement qui n'est pas forcément idéal, donc il faut faire attention, avec une très belle gorge, vraiment une très belle clue, hein, comme on appelle ici. Et la montée continue vers Cigales, alors on est bien en Provence avec un nom de village pareil, et on s'enfonce dans la vallée jusqu'à Ascro, et après on va taper vraiment tout à l'est jusqu'à Gilette qui surplombe le Var, donc vraiment tout au nord de Nice. Et après on verra ce que nous réservent les dernières parties. Donc on va déjà essayer d'aller jusque Gilette, faire une bonne pause pour arriver en forme dans le dernier tiers de ce grand tour des Préalpes d'Azur. En tout cas aujourd'hui c'est vraiment du plaisir, la température est optimale. Franchement les routes sont désertes, le revêtement est quasi bon, il y a une belle ambiance, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui peut être piégeux sur ce parcours? Ça peut être la chaleur, les montées raides, tu parlais tout à l'heure de dénivelé, ou alors de se faire embarquer dans des parties de pétanque l'après-midi dans les différents villages qu'on traverse. Les trois peuvent se révéler problématiques. Par exemple, moi il y a 2 ans, ça m'est arrivé de penser être suffisamment large en eau, puis en fait j'ai laissé passer une opportunité de remplir ma gourde et je me suis retrouvé à sec, et là par contre j'étais loin de tout. Heureusement dans ces cas-là, il y a une astuce, c'est de chercher le cimetière du village qui est en général facile à trouver. Normalement, il y a toujours un point d'eau, donc petite astuce, quand on n'a pas d'eau, chercher les cimetières. Elle est raide, hein, cette montée d'Ascro. Bon, un petit peu de vent dans le dos des fois ça aide, mais franchement on voit le village de loin, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc finalement je vais faire une petite pause quand même ici pour recharger les bidons, parce que l'après-midi il fait assez chaud même si on est toute fin septembre, et je pense qu'il faut garder des forces pour la fin, même si voilà, je suis arrivé au point le culminant, c'est un peu bosselé jusque Gilette, ensuite un peu plus plat, puis une dernière partie je crois pour rejoindre Grasse, assez vallonné aussi, donc bon, ça devrait le faire, il fera moins chaud, mais voilà, un petit conseil, surtout si vous venez en plein été, vraiment protégez-vous du soleil, prenez le temps, il y a de l'eau un petit peu partout, mais il faut faire attention aux coups de chaleur je pense dans ce coin. Et nous voilà dans la vallée de l'Estéron, direction Rocastéron justement, un village qui je crois a été coupé en deux, j'avais lu dans le topo guide, avec les différentes frontières de la Provence, récupérées après par l'Italie, puis après par la France. Le village a été coupé en deux, et c'est pour ça que je crois qu'il y a 2 dénominations pour les 2 villages au final. Il est 17h, donc ça fera forcément une arrivée de nuit, parce que je suis à 180 km, il en reste 60, avec encore une bonne montée après Rocastéron vers Coursegoule. C'est pour ça que je vais prendre le temps de bien me ravitailler, de souffler un coup, prendre un coca, quelque chose, voilà, pour essayer de bien monter cette grosse dernière difficulté. Après il y a 2 petites bosses, même si la moyenne c'est de la descente vers Grasse. Alors en regardant les dénivelés et les courbes du coup du topo guide, c'est vrai qu'elles sont plutôt bien faites, on peut se fier. Alors un petit conseil, surtout quand vous commencez à être fatigué et à vous baser uniquement sur le nombre de kilomètres, sur les panneaux, sur les graphiques, voilà, ça dépend de l'échelle, ça dépend de qui les fait, et c'est vrai que des fois on peut être déçu, se créer une frustration ou une attente par rapport à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous faites du long comme ça, très long, de vous ménager
et surtout de toujours remettre en question les choses et de surtout plus faire attention à vous, à votre santé, à votre condition, plutôt qu'aller chercher des chiffres ou se rassurer sur le dénivelé restant, etc. Voilà, après chacun a un peu sa technique pour lutter, mais faites attention parce que ça peut être piégeur. Pour profiter des charmes un maximum de ce parcours, aussi bien sur la partie sportive que cyclotouristique, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent pour préparer leur future venue ? Je pense que les cyclotouristes doivent déjà jauger la difficulté du parcours. À cause du dénivelé qu'il y a chez nous, ça peut être difficile, donc faut vraiment tenir compte de son niveau et plutôt faire des étapes plus courtes, quitte à finir en ayant encore sous le pied, que de faire des étapes trop difficiles. Donc je dirais qu'il faut bien planifier son itinéraire en tenant compte de ses capacités, de sa forme du moment aussi qui peut varier. Surtout avoir un bon appareil photo ou un téléphone de qualité parce que chez nous on a constamment envie de s'arrêter, immortaliser les différents paysages traversés. Et après un petit peu plus de 10 heures, voilà, certes fatigué mais heureux d'arriver à Coursegoule. Ce qui était la dernière grosse montée, on a 1000 mètres d'altitude, il faut redescendre à Grasse à 300. Donc il me reste un petit peu plus de 30 km avec 2 petites bosses entre. Mais bon, la fin du parcours se laisse entrevoir. Donc là c'est vraiment les dernières lueurs du jour. Donc je me suis rhabillé parce qu'à 1000 mètres il commence à faire frais. J'ai remis la frontale et le gilet jaune pour être bien vu. Donc maintenant voilà, il me reste une trentaine de kilomètres à descendre. J'ai plus vraiment de commentaires et de choses à vous partager. Donc je pense que c'est le moment de conclure en disant que ce grand tour des Préalpes d'Azur, c'est vraiment un chouette parcours. Franchement, là c'est vrai que j'ai pas trop pu apprécier la dernière partie parce que la fatigue commence à se faire et puis il y aura une partie de nuit. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment sympa de pouvoir l'essayer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Il y a des villages partout pour dormir, des chambres d'hôtes, des restaurants, il y a de l'eau pour se servir partout. Franchement, on change de paysage, c'est vraiment très chouette. Il y a vraiment de tout. N'hésitez pas, foncez, faites-le à votre manière, selon vos capacités et vos envies. Et dites-moi-en des nouvelles. Donc je me laisse descendre à fond pour attraper le dernier train ce coup-ci. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao. Terminé, tout le monde descend. C'était votre épisode de Micro Boulot Dodo. Si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à le faire savoir sur tous vos réseaux, à votre communauté, vos familles et même à toutes les feignasses qui sont encore sur leur canapé là. Likez, commentez, critiquez, notez 5 étoiles pour faire parler de nous et vivre de nouvelles aventures ensemble. Si vous êtes une marque, un organisme privé ou public qui veut donner du sens à un projet, le faire vivre sur le terrain au lieu de faire du greenwashing, vous pouvez nous contacter sur le mail indiqué dans la description. Et si vous êtes de la même trempe de micro-aventuriers, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées de parcours. Je tenais à remercier pour cet épisode le réseau d'Olivier Bréraud, nos cyclistes britanniques post-Brexit, les dynamiques proprios de la boulangerie de Val-de-Roure et l'Allan de Stéphane Giornadengo. Un podcast autoproduit et réalisé par Loïc Préguenella qui vous dit à bientôt.